Node.js exécutable sur tous les navigateurs ainsi que de nouvelles mises à jour de sécurité pour Node.js. Nous voici sur les actualités de la semaine en JavaScript. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on va parler de plusieurs choses notamment liées à Node.js. La première grosse nouvelle, c'est celle-ci concernant donc Sendpack. Alors Sendpack, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est une librairie qui a été créée par codesandbox.io. Et codesandbox.io, en fait, c'est un site web un peu comme vscode.dev, c'est-à-dire que vous allez pouvoir coder directement à travers votre navigateur et exécuter même vos commandes, donc vos commandes npm Node.js depuis le navigateur grâce à un système de web containers. En fait, il propose maintenant Sendpack version 2.0 qui est très impressionnant puisqu'en fait, c'est une librairie que vous pouvez télécharger et mettre en place sur votre site web et qui vous permettra en fait d'avoir comme si vous avez un petit code sandbox en iframe en fait. Sauf que c'est vraiment une librairie dédiée, Sendpack 2.0. Et si on va voir donc sur le site web officiel de Sendpack, on peut voir voilà, que ça va faire comme ça en fait. Vous allez avoir un éditeur, vous allez pouvoir customiser un peu comme vous voulez l'affichage des fichiers, du menu des fichiers, et ça va vous mettre en place directement ce que le code va s'exécuter à droite en fait. Et vous pouvez vraiment le faire de manière un peu partout, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place ça à travers une documentation interactive. Et si on descend un petit peu, voilà, on peut voir des choses un peu plus concrètes, comme par exemple ici, si je rajoute certains caractères au code, directement le code va se réexécuter. Et vous voyez qu'on a mes caractères en plus, ici mes points d'exclamation. Et ça peut aller bien plus loin. Donc là, on est en React, mais ça marche également en version Vanilla, bien sûr, donc sous n'importe quel framework. Et si vous voyez ici, je peux afficher au nom le nombre de lignes. Si ici je mets false, le nombre de lignes ici n'apparaît plus. Si je change pour true à nouveau, le nombre de lignes apparaît. Vous voyez que c'est vraiment un éditeur de code sous forme minimisée et qu'on peut en fait customiser à volonté. Ça, c'est super intéressant. Même au niveau du thème, vous voyez dark, light, et on peut en installer de nouveau les mêmes thèmes que vous installerez sur VS Code par exemple. Donc c'est vraiment super intéressant Sendpack et ça permet beaucoup de choses par rapport aux documentations interactives ou autres. La version 2.0 de Sendpack, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'exécuter Node.js maintenant sur tous les navigateurs, notamment les trois plus principaux qui sont, alors c'est dans l'image un petit peu plus en dessous, qui sont donc Chrome, Firefox et Safari. Safari, c'est la nouveauté parce qu'avant, ça ne fonctionnait pas sous Safari. Donc maintenant, on a un support de Vite4 partout et en 500 millisecondes, n'importe quel template de Vite va automatiquement se mettre en place et s'installer et installer les dépendances et donc se lancer. Et ça, c'est vraiment assez rapide qu'en une demi-seconde, tac, vous ayez un template de Vite qui soit exécuté à l'intérieur de votre navigateur. Donc ça, c'est assez fou. Et voilà, ça permet beaucoup de choses par rapport notamment aux documentations interactives, mais même par rapport à de l'apprentissage. Je sais qu'il y a certaines formations donc, américaines qui utilisent ce genre d'outils comme Sendpack directement dans leur formation. Et donc, au niveau du site web, quand vous allez apprendre à travers d'un texte ou d'une vidéo, juste en dessous, il y aura un exercice interactif grâce à Sendpack par exemple. J'aimerais beaucoup mettre ça en place d'ailleurs sur DevTheory. J'espère qu'à terme, ce sera mis en place parce que ça permet vraiment un meilleur apprentissage parce qu'on n'a pas besoin d'aller sur VS Code puis d'exécuter quelque chose d'autre. On reste simplement sur la plateforme d'apprentissage et on continue à apprendre des choses. Mais ça, c'est un exemple tout simple, en fait, c'est un exemple tout simple parmi tant d'autres. Et donc Sendpack version 2.0, je trouve que c'est vraiment très très puissant, donc très très powerful, parce que déjà c'est valable sur tous les navigateurs quasiment, et c'est super rapide quoi, avec le support de Vite4, etc. Donc c'est très très intéressant d'avoir ce support de Node.js directement dans les navigateurs. Ça signifie même en fait qu'on va pouvoir avoir certaines librairies qui marchent uniquement sur le navigateur, finalement elles seraient exportables à travers un navigateur tout simple parce que on pourrait les exécuter à travers des web containers. Donc voilà, ça peut amener à pas mal de choses assez haut niveau, à voir ce que ça va donner bien sûr dans les mois et les années à venir. Mais en tout cas, c'est une superbe nouvelle, tout ce système de web containers directement dans les navigateurs. Autre news, je vous disais juste avant, c'était par rapport aux sécurité releases, donc aux mises à jour de sécurité. Le 16 février dernier, il y a eu de très nombreuses mises à jour mineures de sécurité sur Node.js et toutes les versions actuelles de Node.js ont été actualisées, donc c'est-à-dire la version 19, 18, 16 et 14. Donc je vous conseille de dès maintenant
mettre à jour votre version de Node.js si c'est vous qui avez la main sur cette version-là, parce qu'il y a pas mal de nouvelles failles qui ont été patchées, notamment certaines failles concernant OpenSSL, d'autres failles concernant des permissions Node.js qui pouvaient être bypassées par process.mindModules, ou alors d'autres choses par rapport à la crypto librairie ou à la Fetch API qui ne protégeait pas assez contre certains types d'injections. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre à jour votre version de Node.js. Cette semaine, concernant la librairie de la semaine, comme vous en avez probablement entendu, eh bien, ChatGPT existe et maintenant, eh bien, on a une petite API, un petit module directement dans Node.js qui permet de contrôler ou du moins d'appeler l'API de ChatGPT. Ça s'appelle node-chatgpt-API et on peut y parler, donc on peut utiliser ce paquet-là, soit à travers la ligne de commande, soit directement sous forme de module, donc en important node ChatGPT-API. Et sous forme de ligne de commande, on va directement pouvoir vous voyez écrire un message, alors je ne sais plus où c'était, voilà, c'était là, écrire un message, resume last conversation, what was the last message I wrote, write a poem about cats. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses et ChatGPT va directement répondre. Et comment ça marche? En fait, ça marche grâce à l'API de OpenAI, parce que OpenAI c'est la société derrière ChatGPT. Ils ont une API, vous voyez OpenAI API. Et donc en fait, tout ce qu'il va falloir faire pour mettre en place ça, c'est qu'il faut Node.js, NPM, Docker éventuellement, mais surtout l'API key de OpenAI. Et donc forcément, ce n'est pas illimité, vous n'allez pas avoir des crédits illimités. Après, je ne sais pas comment ça marche par rapport à leur nouveau plan payant de ChatGPT, je ne sais pas si c'est pris en compte dans l'API, mais en tout cas, il vous faut cette clé-là d'API que vous pouvez avoir dans votre compte d'OpenAI. Et après, le paquet ChatGPT-API fonctionnera et donc ce sera parfait. Vous pourrez utiliser ça directement dans vos applications et rajouter peut-être un peu d'intelligence artificielle sur vos sites web. Autre chose, c'est l'article de la semaine. J'ai trouvé cet article très intéressant. En fait, ça parle des symboles. Alors, les symboles, on ne les utilise pas tous les jours quand on est un développeur quotidien de JavaScript, mais de temps en temps, ils peuvent être très utiles. Pour rappel, un symbole, c'est une entité sous JavaScript qui n'est égale à rien d'autre à part elle-même. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est fait pour créer de l'unicité en JavaScript. Et en fait, on nous parle ici de pas mal de symboles qui peuvent être utiles pour la vie de tous les jours d'un développeur JavaScript, notamment une que j'ai trouvée assez intéressante, c'est symbole.toPrimitive. Et si on descend un peu pour aller la voir, voilà, juste ici, vous voyez qu'on a une classe avec une méthode valueOf qui retourne 42, et on a également quelque chose d'autre dont on va parler un petit peu après. Une fois qu'on crée une instance de cette classe via newLife, on a donc myLife qui est une instance de cette classe, on a différents console.log ici, et ces console.log renvoient différentes valeurs en fait. Par exemple, ici dans myLife plus 0, qu'est-ce qui va se passer? En fait, myLife c'est une instance de la classe life, donc en fait on ne peut pas forcément normalement faire une addition dessus. Mais sauf qu'en fait, ce que va faire le JavaScript, c'est qu'il va tester s'il peut transformer myLife en une version primitive, dans un type primitif. Donc, c'est-à-dire booléen, chaîne de caractères, nombre, etc. Des types primitifs. Et pour cela, c'est de base une méthode de JavaScript qui va être appelée. Sauf si on précise dans la classe une méthode spéciale tout primitif, donc vous voyez symbole.primitive, et qu'on met en place donc cette méthode au sein de la classe. Et donc si on met en place cette méthode au sein de la classe, c'est cette méthode qui va être appelée pour transformer myLife sous forme de type primitif. Et en plus, elle va être appelée avec un hint, c'est-à-dire c'est selon le contexte de l'appel. Ici, le contexte, c'est une addition, donc int va valoir number. Et donc pour transformer myLife en primitif, on va entrer dans le int number et donc ça va renvoyer this.valueOf, donc ça va renvoyer 42 et on va avoir 42 plus 0 est égal 42 forcément. Et juste au-dessus, vous voyez que le contexte ce n'est plus une addition mais c'est une chaîne de caractères à travers des backticks. Et donc ici, ça va entrer également dans la méthode symbole.toPrimitive et le int, ça va plus être number mais ça va être string, donc ça va renvoyer 42. Et ici, vous voyez que ça renvoie bel et bien 42. Donc, j'ai trouvé ça impressionnant, assez impressionnant, que l'on puisse changer le type primitif que renvoie une instance d'une classe. Et ça, donc, c'est possible à travers les symboles. Et c'est un exemple parmi, vous voyez, tous les symboles ici qui sont présents. Donc, forcément, on ne l'utilise pas tous les jours, mais ça peut être intéressant de temps en temps de connaître ce type de symbole. Voilà tout concernant cette semaine. Je vous mets bien sûr le lien de tout ça juste en dessous en description. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dès lundi prochain. À très vite et bon codage.